Le 17 octobre 1986, Marc Delvaux quitte son bureau de comptable à Arras vers 15h30. Il annonce à sa secrétaire qu'il part pour un rendez-vous important et qu'il sera de retour avant la fermeture. Sa voiture, une Peugeot 305 grise, est garée comme chaque jour devant l'immeuble du centre-ville. Marc Delvaux ne reviendra jamais. Aucun témoin ne l'a vu monter dans son véhicule. Aucun collègue ne connaît l'identité de la personne qu'il devait rencontrer ce jour-là. Le lendemain matin, sa voiture est toujours stationnée au même endroit. Pendant des mois, les enquêteurs reconstituent les dernières heures de Marc Delvaux sans parvenir à comprendre où il est allé ni pourquoi il a disparu. Les proches décrivent un homme discret, sans histoire, qui menait une vie rangée entre son travail et sa famille. Rien dans son comportement récent ne laissait présager une fuite volontaire. Pourtant, Marc Delvaux s'est volatilisé comme si la terre l'avait avalé. Les recherches s'enlisent rapidement dans des hypothèses contradictoires et des pistes qui ne mènent nulle part. 25 ans plus tard, en 2011, une employée administrative révise par erreur un dossier financier ancien. Elle tombe sur une transaction bancaire datée du 18 octobre 1986, le lendemain de la disparition. Le montant est modeste, mais l'opération porte un code inhabituel. Cette anomalie, enfouie dans des milliers de pages d'archives, ravive l'enquête. Ce qu'elle révèle change tout. Et surtout, elle enterre définitivement toute chance de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour d'octobre. Avant de continuer, une question nous intrigue. De quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez-le en commentaire, car nous adorons savoir jusqu'où voyagent ces histoires. Si vous voulez découvrir plus d'affaires mystérieuses et de disparitions inexpliquées comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun récit. Et si cette enquête vous captive déjà, laissez un like. Cela nous aide sincèrement à continuer de vous proposer ces histoires. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. En 1986, Arras est une ville de province tranquille, où tout le monde se connaît, du moins dans les milieux professionnels du centre-ville. Marc Delvaux, 42 ans, y exerce depuis 15 ans comme comptable dans un cabinet modeste mais réputé. Il s'occupe principalement de petites entreprises locales et de quelques particuliers fortunés. Son métier exige discrétion et rigueur. Marc Delvaux incarne ces deux qualités. Il vit avec sa femme Élise et leurs 2 enfants dans une maison pavillonnaire de la périphérie. Rien ne distingue cette famille des autres. Le matin du 17 octobre, Marc Delvaux arrive au bureau à 8 heures comme à son habitude. Il traite des dossiers courants, répond à quelques appels téléphoniques et semble d'humeur normale. Vers 14 heures, il reçoit un coup de fil dans son bureau. La secrétaire, Madame Legrand, note qu'il ferme la porte pendant la conversation, ce qui est inhabituel. À 15h30, il enfile son manteau, prend son attaché-case et annonce qu'il part pour un rendez-vous. Il ne précise ni le lieu ni le nom de la personne qu'il doit rencontrer. Madame Legrand ne pose pas de questions. Élise Delvaux commence à s'inquiéter vers 19h. Son mari aurait dû rentrer depuis longtemps. Elle appelle le cabinet, mais personne ne répond. Elle contacte alors quelques amis et collègues de Marc, sans succès. Personne ne l'a vu depuis son départ du bureau. À 21h, Élise se rend au commissariat pour signaler la disparition. Les policiers notent sa déposition, mais restent prudents. Un homme de 42 ans qui rentre tard d'un rendez-vous n'est pas forcément un cas d'urgence. Ils conseillent à Élise d'attendre jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, la Peugeot 305 de Marc Delvaux est toujours garée devant le cabinet. Aucun signe d'effraction, aucun objet déplacé à l'intérieur. Les clés ne sont pas sur le contact. Marc Delvaux n'a tout simplement jamais rejoint sa voiture. Ou alors, il y est monté et en est ressorti pour une raison inconnue. L'enquête officielle débute. Les policiers interrogent les commerçants et les passants du centre-ville. Personne n'a remarqué Marc Delvaux dans l'après-midi du 17 octobre. Il semble s'être évaporé entre son bureau et le trottoir. Les jours suivants, les enquêteurs fouillent le cabinet comptable. Ils examinent les dossiers en cours, les relevés bancaires, les agendas. Rien ne révèle un problème financier, une affaire douteuse ou une menace quelconque. Marc Delvaux menait une vie professionnelle irréprochable. Sa vie privée est tout aussi banale. Pas de liaison connue, pas de dette, pas de conflit avec des proches. Le mystère s'épaissit. Si Marc Delvaux a disparu volontairement, il n'a laissé aucune trace de préparation. Si quelqu'un l'a fait disparaître, aucun mobile n'apparaît clairement. Le 17 octobre 1986
est une journée ordinaire à Arras. Le ciel est couvert, la température fraîche mais supportable. Marc Delvaux arrive au cabinet vers 8 heures du matin, comme il le fait depuis des années. Il salue Madame Legrand, sa secrétaire depuis 10 ans, et s'installe à son bureau. Les premières heures de la matinée se déroulent sans incident. Marc Delvaux traite quelques dossiers de comptabilité, passe des coups de fil à des clients et prépare une déclaration fiscale pour une entreprise locale. Rien dans son comportement ne trahit une quelconque nervosité ou préoccupation inhabituelle. Vers 14 heures, le téléphone sonne dans le bureau de Marc Delvaux. Madame Legrand décroche et transfère l'appel. Elle entend Marc décrocher et répondre d'une voix posée. Puis, chose rare, il se lève pour fermer la porte de son bureau. Madame Legrand ne prête pas attention à ce geste sur le moment. Elle pense que Marc discute d'un dossier confidentiel avec un client exigeant. La conversation dure environ 10 minutes. Quand Marc ressort de son bureau, il semble calme, peut-être un peu pensif. Il ne fait aucun commentaire sur l'appel. À 15h30 précise, Marc Delvaux enfile son manteau et prend son attaché-case en cuir marron. Il annonce à Madame Legrand qu'il part pour un rendez-vous et qu'il sera de retour avant la fermeture du cabinet, prévue à 18h. Madame Legrand lui demande si elle doit noter quelque chose dans l'agenda. Marc répond que ce n'est pas nécessaire et qu'il s'agit d'une rencontre rapide. Il quitte le bureau sans ajouter un mot. Madame Legrand le regarde descendre les escaliers et disparaître dans la rue. C'est la dernière fois qu'elle le voit. Marc Delvaux ne laisse aucune indication sur l'identité de la personne qu'il doit rencontrer. Aucun nom n'est inscrit dans son agenda ce jour-là. Aucun rendez-vous n'a été confirmé par téléphone dans les jours précédents, selon les relevés obtenus plus tard par la police. Le coup de fil de 14 heures reste une énigme. Madame Legrand ne se souvient pas si l'appel provenait d'un numéro fixe ou d'une cabine publique. À l'époque, les technologies de traçage des appels sont rudimentaires. Les enquêteurs ne parviendront jamais à identifier l'origine de cet appel mystérieux. Entre 15h30 et 19h, personne ne voit Marc Delvaux. Les enquêteurs interrogent les commerçants de la rue où se trouve le cabinet. Personne ne se souvient l'avoir croisé cet après-midi-là. Les propriétaires du café en face du cabinet, où Marc a l'habitude de prendre un café de temps en temps, confirment qu'il n'est pas passé ce jour-là. Un témoin affirme avoir vu un homme correspondant vaguement à la description de Marc Delvaux monter dans une voiture sombre vers 16h, mais il ne peut ni confirmer qu'il s'agissait bien de lui, ni décrire le véhicule avec précision. Élise Delvaux commence à s'alarmer vers 19h. Marc aurait dû rentrer depuis longtemps. Elle téléphone au cabinet, mais personne ne répond. Madame Legrand est partie à 18h, après avoir fermé les bureaux. Élise appelle alors quelques collègues de Marc et des amis proches. Personne ne sait où il se trouve. Elle essaie de se rassurer en se disant qu'il a peut-être eu un empêchement ou que sa voiture est tombée en panne. Mais à 21h, l'inquiétude prend le dessus. Élise se rend au commissariat pour signaler la disparition de son mari. Les policiers qui reçoivent Élise Delvaux ce soir-là notent sa déposition avec attention, mais sans vraiment s'alarmer. Un homme adulte qui rentre tard après un rendez-vous professionnel n'est pas inhabituel. Ils demandent à Élise de fournir une description précise de Marc, une photo récente, et des informations sur ses habitudes. Élise répond de son mieux, mais elle est bouleversée et a du mal à se concentrer. Les policiers lui conseillent de rentrer chez elle et de les rappeler si Marc n'est toujours pas revenu le lendemain matin. Ils promettent de lancer des recherches dès que possible. Le lendemain matin, 18 octobre, Marc Delvaux n'est toujours pas rentré. Élise retourne au commissariat, cette fois accompagnée de son frère. Les policiers prennent l'affaire plus au sérieux. Ils se rendent immédiatement au cabinet comptable. La Peugeot 305 de Marc est toujours garée au même endroit, devant l'immeuble. Les portes sont verrouillées, aucun signe d'effraction. L'intérieur de la voiture est en ordre, aucun objet suspect, aucune trace de lutte. Les clés ne sont pas sur le contact. Marc Delvaux n'a manifestement jamais atteint sa voiture après avoir quitté le bureau. Ou alors il y est monté brièvement avant de repartir ailleurs. Madame Legrand est interrogée dès son arrivée au cabinet. Elle raconte la journée du 17 octobre dans les moindres détails. Elle confirme que Marc semblait normal, peut-être un peu distrait après le coup de fil de 14 heures, mais rien d'alarmant. Elle insiste sur le fait qu'elle ne connaît pas l'identité de la personne qui a appelé, ni la raison du rendez-vous de Marc. Les enquêteurs fouillent le bureau de Marc Delvaux. Ils trouvent des dossiers bien rangés,
Des factures en attente, un agenda presque vide. Rien ne suggère un problème imminent, une menace ou un conflit quelconque. Les premières 24 heures de l'enquête se concentrent sur les alentours du cabinet. Les policiers interrogent les passants, les employés des magasins voisins, les habitants des immeubles environnants. Personne n'a rien remarqué de particulier. Marc Delvaux semble avoir disparu sans laisser la moindre trace. Les enquêteurs commencent à envisager plusieurs hypothèses. Une fuite volontaire, bien que rien dans la vie de Marc ne la justifie. Un enlèvement. Mais aucune demande de rançon ne parvient à la famille. Un accident peut-être, mais aucun corps n'est retrouvé dans les environs. Le mystère est total. Dans les jours qui suivent, les recherches s'intensifient. Des chiens policiers sont déployés dans les environs du cabinet et dans les zones boisées autour d'Arras. Aucune piste olfactive n'est détectée. Les plongeurs fouillent les canaux et les rivières de la région. Rien. Les enquêteurs élargissent leurs recherches aux villes voisines, Lille, Laon, Béthune. Aucun témoignage crédible ne remonte. Marc Delvaux semble s'être volatilisé dans les airs. La famille, dévastée, lance des appels à témoins dans les journaux locaux. Des centaines de personnes appellent, mais aucune information ne fait avancer l'enquête. Le dossier commence à s'enliser. Les enquêteurs chargés de l'affaire Delvaux se concentrent d'abord sur l'entourage immédiat de Marc. Élise Delvaux est interrogée à plusieurs reprises. Elle répète inlassablement la même version des faits. Marc et elle formaient un couple stable, sans conflit majeur. Ils avaient des projets pour l'avenir, notamment l'achat d'une maison plus grande. Marc adorait ses enfants et consacrait ses week-ends à sa famille. Élise ne voit aucune raison pour laquelle son mari aurait voulu disparaître volontairement. Les enquêteurs vérifient ces déclarations en interrogeant des amis proches et des voisins. Tous confirment que le couple Delvaux semblait heureux. Les collègues de Marc sont également passés au crible. Le cabinet comptable où il travaillait emploie 5 personnes, y compris Madame Legrand. Les enquêteurs fouillent les dossiers financiers du cabinet à la recherche d'anomalies. Ils vérifient si Marc aurait pu être impliqué dans une affaire de détournement de fonds ou de blanchiment d'argent. Rien de suspect n'apparaît. Marc Delvaux était un comptable rigoureux, respecté par ses clients. Aucun dossier ne révèle de transactions douteuses ou de comportements irréguliers. Les comptes du cabinet sont en ordre. Marc ne semblait avoir aucun problème professionnel. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à la vie financière personnelle de Marc Delvaux. Ils examinent ses relevés bancaires, ses déclarations de revenus, ses éventuelles dettes. Marc menait une vie modeste, sans dépenses excessives. Il ne jouait pas, ne buvait pas, et n'avait aucun crédit en cours. Les seules sorties d'argent régulières concernaient les dépenses courantes de la famille et quelques versements sur un compte épargne. Aucun retrait important n'a été effectué dans les jours précédant la disparition. Marc n'a pas vidé ses comptes ni transféré de l'argent vers une destination inconnue. Si sa disparition était volontaire, il n'a pris aucune précaution financière. Les policiers se penchent également sur le coup de fil mystérieux du 17 octobre à 14 h. Ils tentent de retracer l'origine de l'appel en consultant les archives de la compagnie téléphonique. Malheureusement, les technologies de l'époque ne permettent pas de conserver un enregistrement détaillé de tous les appels entrants. Les enquêteurs ne parviennent qu'à confirmer qu'un appel a bien été reçu au cabinet à cette heure-là, mais impossible de savoir d'où il provenait. Madame Legrand ne se souvient de rien de particulier concernant cet appel. Elle ne peut même pas dire si la voix au bout du fil était masculine ou féminine. Les enquêteurs interrogent les clients du cabinet comptable. Ils cherchent à savoir si l'un d'entre eux aurait pu avoir un différend avec Marc Delvaux ou aurait pu vouloir lui nuire. Les clients interrogés décrivent tous Marc comme un homme compétent, honnête et discret. Aucun d'entre eux n'a de raison de lui en vouloir. Certains clients mentionnent que Marc leur avait parlé de problèmes administratifs récents avec l'administration fiscale, mais rien de grave. Il s'agissait de simples erreurs de déclaration, rapidement corrigées. Aucun client ne se souvient avoir pris rendez-vous avec Marc le 17 octobre. Les enquêteurs élargissent alors leurs recherches en dehors d'Arras. Ils contactent les commissariats des villes voisines pour savoir si un homme correspondant au signalement de Marc Delvaux a été vu ou arrêté. Aucun résultat. Ils vérifient les registres des hôpitaux, des morgues et des centres d'accueil pour sans-abri. Rien. Marc Delvaux semble avoir disparu sans laisser la moindre trace dans le système administratif ou judiciaire.
Les policiers commencent à envisager que Mark ait pu quitter la région, voire le pays. Mais aucun indice ne vient étayer cette hypothèse. Son passeport est resté chez lui et aucun billet de train ou d'avion n'a été acheté à son nom. L'enquête piétine rapidement. Les policiers manquent de pistes concrètes. Ils explorent l'hypothèse d'un enlèvement crapuleux, mais aucune demande de rançon n'est formulée. Ils envisagent un règlement de compte, mais Mark n'avait aucun ennemi connu. Ils examinent la possibilité d'un accident, mais aucun corps n'est retrouvé. Les recherches sur le terrain s'essoufflent. Les chiens policiers ont fouillé les bois, les champs, les friches industrielles autour d'Arras. Les plongeurs ont exploré les cours d'eau. Rien. Mark Delvaux reste introuvable. Les enquêteurs commencent à soupçonner qu'ils ne retrouveront jamais cet homme vivant. La famille Delvaux, elle, ne renonce pas. Élise et son frère continuent de lancer des appels à témoins. Ils placardent des affiches dans toute la région avec la photo de Mark. Ils contactent les médias locaux pour relancer l'affaire. Plusieurs journaux publient des articles sur la disparition de Mark Delvaux. Quelques témoignages remontent, mais la plupart se révèlent inutiles. Un homme prétend avoir vu Mark Delvaux dans un bar à Lille 3 jours après sa disparition. Mais son témoignage est incohérent et ne peut être vérifié. Une femme affirme avoir croisé Mark dans une gare à Paris, mais elle se trompe manifestement de personne. Les mois passent. L'enquête ralentit puis s'arrête presque complètement. Les policiers n'ont plus de pistes à explorer. Le dossier reste ouvert, mais aucune nouvelle investigation n'est menée. Élise Delvaux doit affronter une réalité cruelle. Son mari a disparu sans explication et elle ne saura probablement jamais ce qui lui est arrivé. Elle doit continuer à vivre, élever ses enfants et essayer de tourner la page. Mais comment tourner la page quand on ne sait même pas si la personne qu'on aime est vivante ou morte? Les enfants grandissent en portant le poids de cette absence inexpliquée. La vie de la famille Delvaux bascule dans une incertitude douloureuse. En 1987, soit 1 an après la disparition, les enquêteurs décident de classer le dossier sans suite. Aucun élément nouveau n'est apparu. Mark Delvaux est officiellement porté disparu, mais aucune hypothèse n'est privilégiée. L'affaire sombre peu à peu dans l'oubli. Élise Delvaux continue de vivre dans l'espoir que son mari réapparaîtra un jour, mais cet espoir s'amenuise avec le temps. Les années passent, la vie reprend son cours. Mais le mystère de la disparition de Mark Delvaux demeure intact, comme une plaie qui ne se referme jamais complètement. Personne ne sait ce qui s'est passé ce 17 octobre 1986. Dès les premières semaines de l'enquête, plusieurs pistes émergent, mais se révèlent rapidement sans issue. La première hypothèse explorée par les policiers est celle d'une liaison extra-conjugale. Mark Delvaux aurait-il pu mener une double vie et disparaître volontairement pour rejoindre une maîtresse? Les enquêteurs interrogent discrètement des proches et des collègues pour savoir si Mark avait des comportements suspects. Personne ne mentionne quoi que ce soit de tel. Mark était décrit comme un mari fidèle et dévoué. Aucun indice matériel, aucun reçu de restaurant, aucun appel téléphonique suspect ne vient étayer cette théorie. La piste est rapidement abandonnée. Une autre hypothèse est celle d'une dépression cachée. Certains enquêteurs se demandent si Mark Delvaux n'aurait pas été submergé par une détresse psychologique qu'il aurait dissimulée à son entourage. Élise Delvaux rejette catégoriquement cette idée. Mark ne montrait aucun signe de tristesse ou d'anxiété. Il parlait de projets d'avenir, il s'occupait de ses enfants, il semblait équilibré et serein. Les enquêteurs consultent néanmoins le médecin traitant de Mark. Celui-ci confirme que Mark n'avait aucun antécédent de dépression et ne prenait aucun médicament psychotrope. Cette piste aussi s'évanouit, faute de preuves tangibles. Les enquêteurs envisagent ensuite l'hypothèse d'un enlèvement crapuleux. Mark Delvaux aurait-il pu être la cible d'un kidnapping? Mais aucun élément ne justifie cette théorie. Mark n'était pas riche, il ne gérait pas de grosses sommes d'argent. Aucune demande de rançon n'a jamais été formulée. Si quelqu'un avait enlevé Mark Delvaux dans l'espoir d'obtenir de l'argent, pourquoi ne pas avoir contacté la famille? Les policiers examinent les registres des appels téléphoniques reçus par Élise Delvaux dans les semaines suivant la disparition. Aucun appel suspect n'est enregistré. L'hypothèse de l'enlèvement est écartée. Une autre piste concerne un possible règlement de compte lié à l'activité professionnelle de Mark. Les enquêteurs se demandent si Mark aurait pu être témoin d'une irrégularité comptable ou d'une fraude financière impliquant un de ses clients. Aurait-il été éliminé pour l'empêcher de parler?
Les policiers fouillent à nouveau les dossiers du cabinet comptable, cette fois avec une attention redoublée. Ils interrogent les clients les plus importants, scrutent les transactions bancaires, recherchent des anomalies fiscales. Rien de suspect n'apparaît. Les comptes sont en ordre. Marc n'a laissé aucune note, aucun document compromettant. Cette piste, elle aussi, ne mène nulle part. Les enquêteurs explorent également l'hypothèse d'un accident. Marc aurait-il pu avoir un malaise en sortant de son bureau et tomber dans un endroit difficile d'accès? Les policiers organisent des battues dans les environs du cabinet. Ils inspectent les caves des immeubles voisins, les chantiers abandonnés, les égouts. Rien. Les plongeurs fouillent les rivières et les canaux. Aucun corps n'est retrouvé. Les équipes cynophiles parcourent les zones boisées et les friches industrielles. Les chiens ne détectent aucune trace. Si Marc Delvaux a eu un accident, son corps reste introuvable. Cette hypothèse devient de moins en moins crédible au fil des semaines. Un témoin se présente en novembre 1986, affirmant avoir vu Marc Delvaux monter dans une voiture noire le 17 octobre vers 16 h. Ce témoignage suscite un regain d'intérêt. Les enquêteurs interrogent longuement cet homme, un commerçant du centre-ville. Il décrit une scène précise. Marc serait sorti de son bureau, aurait marché quelques mètres, puis serait monté dans une voiture sombre qui attendait au coin de la rue. Le témoin ne se souvient pas de la plaque d'immatriculation ni de la marque exacte du véhicule. Surtout, il n'est pas certain que l'homme qu'il a vu était bien Marc Delvaux. Après vérification, ce témoignage s'avère peu fiable et est finalement écarté. En décembre 1986, une autre piste surgit. Une femme appelle le commissariat pour signaler qu'elle a croisé un homme ressemblant à Marc Delvaux dans une gare à Bruxelles. Elle affirme que cet homme portait un manteau sombre et semblait pressé. Les enquêteurs se rendent en Belgique pour vérifier cette information. Ils consultent les registres des hôtels de la ville, interrogent les employés de la gare. Aucune trace de Marc Delvaux. La femme, confrontée à des photos plus précises, finit par admettre qu'elle n'est pas certaine de son identification. Cette piste est également abandonnée. L'espoir retombe. Les fausses pistes se multiplient. Un sans-abri à Paris prétend être Marc Delvaux. Il est rapidement identifié comme un imposteur cherchant à attirer l'attention. Une lettre anonyme arrive au commissariat d'Arras affirmant que Marc Delvaux a été vu dans le sud de la France. Les policiers enquêtent, mais la lettre se révèle être une mystification. Chaque nouvelle information suscite l'espoir de la famille, puis l'espoir se brise. Élise Delvaux vit dans un cycle épuisant de montées d'espoir et de déception. Elle ne sait plus à quoi se raccrocher. Les enfants, eux, cessent peu à peu de poser des questions sur leur père. Les enquêteurs explorent même des hypothèses plus sombres. Marc aurait-il pu être victime d'un tueur en série? À l'époque, plusieurs disparitions inexpliquées ont lieu en France, notamment dans le nord du pays. Les policiers comparent les circonstances de ces affaires avec celles de Marc Delvaux. Aucun lien n'apparaît. Marc ne correspond pas au profil des autres victimes. Les lieux de disparition, les dates, les contextes sont trop différents. Cette piste est abandonnée après quelques semaines d'investigation. Les enquêteurs reviennent à la case départ. Marc Delvaux demeure un mystère total. En 1987, le dossier est officiellement classé sans suite. Les enquêteurs ont épuisé toutes les pistes. Aucune preuve, aucun témoignage crédible, aucun indice tangible n'a permis de faire avancer l'affaire. Marc Delvaux est porté disparu, mais personne ne sait s'il est vivant ou mort. Élise Delvaux, elle, refuse de perdre espoir. Elle continue de croire que son mari reviendra un jour, qu'il y a une explication logique à tout cela. Mais au fond d'elle-même, elle commence à accepter l'idée qu'elle ne saura peut-être jamais la vérité. Les années passent. L'affaire Delvaux sombre dans l'oubli. 25 ans plus tard, en 2011, l'affaire Marc Delvaux refait surface de manière totalement inattendue. Une employée administrative d'une banque régionale, Madame Caroline Ferrand, est chargée de réviser d'anciens dossiers financiers dans le cadre d'une mise à jour informatique. Il s'agit d'un travail fastidieux consistant à numériser des milliers de transactions effectuées entre 1980 et 1990. Caroline Ferrand passe des semaines entières à scanner des documents, à vérifier des codes, à corriger des erreurs de saisie. C'est un travail répétitif et ennuyeux. Elle ne s'attend certainement pas à tomber sur quelque chose d'intéressant, encore moins sur une affaire criminelle. Le 14 juin 2011, Caroline Ferrand examine un lot de transactions daté d'octobre 1986. Elle remarque une anomalie dans un dossier.
Une transaction bancaire effectuée le 18 octobre 1986, soit le lendemain de la disparition de Marc Delvaux, porte un code inhabituel. Le montant est de 7 000 francs, ce qui correspond à environ 1 000 € aujourd'hui. Une somme modeste, mais le code associé à la transaction est réservé aux opérations sensibles, nécessitant une autorisation spéciale. Caroline Ferrand trouve cela étrange. Elle vérifie le nom du titulaire du compte. C'est un certain René Morel, un nom qui ne lui dit rien. Caroline Ferrand, intriguée, décide de creuser un peu plus loin. Elle consulte les archives bancaires pour obtenir des informations sur ce René Morel. Elle découvre que ce compte a été ouvert en septembre 1986, soit 1 mois avant la disparition de Marc Delvaux, et qu'il a été fermé en novembre 1986, 2 mois après. Le compte n'a servi qu'à quelques transactions, toutes effectuées en octobre et novembre 1986. Caroline Ferrand commence à sentir qu'il y a quelque chose de suspect. Elle fait des recherches supplémentaires et découvre que le nom René Morel correspond à un faux. Aucune personne de ce nom n'a jamais existé à l'adresse indiquée lors de l'ouverture du compte. Caroline Ferrand décide de signaler cette anomalie à sa hiérarchie. Son supérieur, un responsable de la conformité bancaire, prend l'affaire au sérieux. Il contacte la police d'Arras pour leur signaler cette découverte. Les enquêteurs, intrigués, rouvrent le dossier Marc Delvaux après 25 ans d'inactivité. Ils examinent les informations transmises par la banque. La transaction du 18 octobre 1986 attire immédiatement leur attention. Ce jour-là, 7 000 francs ont été transférés du compte de René Morel vers un autre compte, lui aussi anonyme et fermé peu après. L'opération a été effectuée en liquide, sans laisser de traces papier clair. Les enquêteurs fouillent les archives bancaires pour tenter de reconstituer le parcours de cet argent. Ils découvrent que le compte bénéficiaire appartenait à une société écran enregistrée au Luxembourg. Cette société a été dissoute en 1987 et aucun document permettant de remonter au véritable propriétaire n'a été conservé. Les enquêteurs contactent les autorités luxembourgeoises, mais les archives de l'époque sont incomplètes. Impossible de savoir qui se cachait derrière cette société. La piste de l'argent se perd dans un labyrinthe de comptes et de sociétés fantômes. C'est une impasse, mais une impasse révélatrice. Les enquêteurs se demandent alors si Marc Delvaux aurait pu être impliqué dans cette transaction. Était-il au courant de l'existence de ce compte René Morel? Était-il complice d'une opération financière douteuse? Ou, au contraire, était-il sur le point de découvrir quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir? Les policiers reprennent les dossiers comptables du cabinet où travaillait Marc. Ils vérifient si l'un de ses clients aurait pu être lié à cette société luxembourgeoise. Après des semaines de recherche, ils trouvent un lien ténu. Un des clients du cabinet avait des intérêts au Luxembourg, mais ce lien est trop fragile pour être probant. Les enquêteurs interrogent à nouveau Élise Delvaux, maintenant âgée de 67 ans. Elle est bouleversée d'apprendre que l'affaire de son mari refait surface après tant d'années. Elle affirme n'avoir jamais entendu parler de René Morel, ni d'une quelconque transaction suspecte. Marc ne lui parlait que rarement de ses affaires professionnelles, surtout quand il s'agissait de détails techniques. Élise Delvaux ne peut fournir aucune information nouvelle. Elle répète ce qu'elle a toujours dit. Marc était un homme honnête, discret, qui n'aurait jamais trempé dans une affaire louche, mais les faits semblent contredire cette image. Les enquêteurs tentent de retrouver les autres personnes qui travaillaient au cabinet en 1986. Madame Legrand, la secrétaire, est décédée en 2003. 2 autres employés ont quitté la région et sont difficiles à localiser. Un seul collègue de Marc, aujourd'hui retraité, accepte de parler. Il se souvient vaguement de Marc Delvaux, mais il ne peut fournir aucune information utile. Il confirme que Marc était un homme discret et rigoureux, mais il ne se rappelle d'aucun événement particulier en octobre 1986. Les enquêteurs se retrouvent à nouveau dans une impasse. La découverte de la transaction suspecte relance l'affaire, mais ne permet pas de résoudre le mystère. Les médias s'emparent de l'affaire en 2011. Plusieurs journaux publient des articles sur la réouverture de l'enquête après 25 ans. La disparition de Marc Delvaux, qui avait été oublié, redevient un sujet de conversation. Des émissions télévisées consacrées aux affaires non résolues s'intéressent au cas. Des journalistes tentent de reconstituer les événements d'octobre 1986. Mais malgré cette couverture médiatique, aucun nouveau témoin ne se manifeste. Aucun élément nouveau ne permet de faire avancer l'enquête. La transaction bancaire suspecte reste une énigme.
Personne ne sait ce qu'elle signifie, ni quel rôle Marc Delvaux a pu jouer dans cette affaire. L'enquête s'enlise à nouveau en 2012. Les policiers n'ont pas les moyens de poursuivre des investigations complexes sur une affaire vieille de 26 ans. Les pistes sont froides, les témoins sont décédés ou injoignables, les archives sont incomplètes. La découverte de la transaction bancaire a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Marc Delvaux était-il victime d'un règlement de compte lié à cette affaire financière? Était-il complice? Ou était-il simplement au mauvais endroit au mauvais moment? Personne ne le sait. Le dossier est à nouveau classé, cette fois avec une mention spéciale. L'affaire reste officiellement non résolue. La découverte de la transaction bancaire en 2011 change radicalement la perception de l'affaire Marc Delvaux. Pendant 25 ans, la famille et les enquêteurs avaient imaginé que Marc avait été victime d'un accident, d'un enlèvement, ou qu'il avait disparu volontairement pour des raisons personnelles. Mais cette transaction suspecte effectuée le lendemain de sa disparition suggère une toute autre explication. Marc Delvaux aurait-il été mêlé de gré ou de force à une affaire financière illégale? Cette hypothèse bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur cet homme discret et rangé. Les enquêteurs tentent de reconstituer les événements à partir de cette nouvelle donnée. Ils imaginent plusieurs scénarios. Premier scénario. Marc Delvaux découvre par hasard une transaction suspecte impliquant un de ses clients. Il décide d'enquêter discrètement. Le coup de fil du 17 octobre à 14 h pourrait être une convocation de la part de personnes impliquées dans cette affaire. Marc se rend au rendez-vous, pensant pouvoir clarifier la situation. Mais il est éliminé pour l'empêcher de parler. Son corps est dissimulé dans un endroit où il ne sera jamais retrouvé. La transaction du 18 octobre serait alors une opération de nettoyage financier. Deuxième scénario. Marc Delvaux était complice d'une fraude financière. Il gérait des fonds illégaux pour le compte de clients peu scrupuleux. Le 17 octobre, quelque chose tourne mal. Peut-être une dispute avec ses complices, peut-être une menace de dénonciation. Marc est éliminé et la transaction du 18 octobre sert à effacer les traces de son implication. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Marc n'a laissé aucune trace de préparation avant sa disparition. Il ne prévoyait pas de disparaître. Il a été pris au dépourvu. Mais cette théorie contredit tout ce que l'on sait sur le caractère de Marc Delvaux. Était-il vraiment capable de mener une double vie? Troisième scénario. Marc Delvaux n'était au courant de rien. Il est victime d'un guet-apens. Quelqu'un l'appelle le 17 octobre en se faisant passer pour un client ou un contact professionnel. Marc se rend au rendez-vous sans méfiance. Il est enlevé, peut-être torturé pour obtenir des informations sur des comptes bancaires ou des dossiers sensibles. Une fois qu'il a livré les informations, il est éliminé. La transaction du 18 octobre serait alors une opération effectuée à partir des informations obtenues sous la contrainte. Cette hypothèse fait de Marc une victime innocente, mais elle ne répond pas à toutes les questions. Les enquêteurs examinent les dossiers des clients du cabinet comptable avec une attention renouvelée. Ils recherchent des liens possibles avec des affaires de fraude fiscale, de blanchiment d'argent ou de corruption. Ils découvrent que l'un des clients du cabinet, une petite entreprise de construction, a été impliqué dans un scandale financier en 1988, 2 ans après la disparition de Marc. Cette entreprise avait des liens avec des sociétés écrans au Luxembourg. Coïncidence? Les enquêteurs ne parviennent pas à établir un lien direct entre cette affaire et la disparition de Marc Delvaux, mais le soupçon demeure. Marc aurait-il pu être éliminé parce qu'il en savait trop? Élise Delvaux, confrontée à ces nouvelles révélations, refuse de croire que son mari ait pu être impliqué dans une affaire louche. Elle maintient que Marc était un homme honnête, incapable de tremper dans une fraude. Elle pense plutôt que Marc a été victime d'un complot, qu'il a été manipulé ou éliminé, parce qu'il représentait une menace pour des personnes mal intentionnées. Élise Delvaux ne veut pas que la mémoire de son mari soit ternie par des soupçons infondés. Elle exige que les enquêteurs prouvent formellement ce qu'ils avancent. Mais les preuves manquent. Tout repose sur des hypothèses fragiles et des indices incomplets. Les enfants de Marc Delvaux, aujourd'hui adultes, vivent mal cette résurgence de l'affaire. Pendant des années, ils ont essayé de faire leur deuil sans vraiment savoir ce qui était arrivé à leur père. La découverte de la transaction bancaire rouvre de vieilles blessures. Ils se demandent s'ils ont vraiment connu leur père. Était-il l'homme qu'ils croyaient ou cachait-il des secrets que personne n'a jamais découverts? Les enfants Delvaux refusent de parler aux médias. Ils veulent tourner la page.
mais ils ne peuvent pas. Le mystère de la disparition de leur père les hante encore 25 ans après. Les enquêteurs finissent par admettre qu'ils ne résoudront probablement jamais cette affaire. Les pistes sont trop anciennes, les preuves trop fragmentaires, les témoins disparus. La transaction bancaire du 18 octobre 1986 reste une énigme. Personne ne sait qui l'a effectuée, pourquoi, ni quel lien elle avait avec Marc Delvaux. Les enquêteurs classent le dossier une dernière fois en 2013. Ils concluent que Marc Delvaux a probablement été victime d'un crime lié à ses activités professionnelles, mais ils ne peuvent ni identifier les coupables, ni prouver ce qui s'est réellement passé. L'affaire reste officiellement non résolue. La découverte de 2011 apporte une ultime révélation troublante. En examinant les archives bancaires, les enquêteurs constatent que la transaction du 18 octobre 1986 a été révisée par erreur par Caroline Ferrand. En réalité, cette transaction n'aurait jamais dû être consultée dans le cadre de la mise à jour informatique. Elle faisait partie d'un lot de dossiers confidentiels protégés par le secret bancaire et censés rester inaccessibles. Si Caroline Ferrand n'avait pas commis cette erreur, personne n'aurait jamais découvert l'existence de cette transaction. Le mystère de la disparition de Marc Delvaux serait resté intact sans cette unique anomalie révélée par hasard. Cette révision accidentelle change tout. Elle suggère que d'autres transactions similaires, peut-être plus importantes, existent encore dans les archives bancaires, cachées derrière le secret professionnel. Combien d'affaires criminelles restent enterrées dans des dossiers inaccessibles? Combien de disparitions inexpliquées sont liées à des transactions financières suspectes que personne n'a jamais découvertes? La découverte de Caroline Ferrand soulève des questions vertigineuses, mais elle enterre aussi définitivement l'affaire. Si cette transaction n'avait pas été révisée par erreur, personne n'aurait jamais rien su. Et maintenant qu'elle est connue, elle ne mène nulle part. L'affaire est close, mais le mystère demeure. Les enquêteurs admettent qu'ils ont probablement touché du doigt une vérité qu'ils ne pourront jamais prouver. Marc Delvaux a été victime d'un crime financier sophistiqué, impliquant des sociétés écrans, des comptes bancaires anonymes et probablement des complicités au sein d'institutions financières. Mais les coupables sont protégés par des montages juridiques complexes et par le temps qui a effacé les traces. La transaction du 18 octobre 1986 est la seule preuve tangible de cette affaire. Et cette preuve, découverte par hasard 25 ans plus tard, ne suffit pas à identifier les responsables. L'affaire Marc Delvaux restera à jamais un mystère partiellement résolu, une ombre dans l'histoire criminelle française. Marc Delvaux a disparu le 17 octobre 1986 sans laisser de traces. Pendant 25 ans, sa famille a vécu dans l'incertitude, oscillant entre espoir et désespoir. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes possibles sans jamais parvenir à résoudre le mystère. Puis en 2011, une transaction bancaire suspecte a été découverte par hasard, relançant l'affaire. Cette découverte a changé la perception de la disparition de Marc Delvaux. Elle suggère qu'il a été victime d'un crime lié à des activités financières illégales. Mais elle ne permet pas d'identifier les coupables ni de prouver formellement ce qui s'est passé. L'affaire reste non résolue. Élise Delvaux est décédée en 2018 sans avoir obtenu de réponse. Elle a passé les 32 dernières années de sa vie à attendre un mari qui ne reviendra jamais. Ses enfants, eux, ont fini par accepter qu'ils ne sauront probablement jamais la vérité. Ils ont reconstruit leur vie, mais le souvenir de leur père disparu les accompagne chaque jour. La transaction bancaire du 18 octobre 1986 demeure une énigme. Qui l'a effectuée? Pourquoi? Quel lien avait-elle avec Marc Delvaux? Ces questions resteront sans réponse. Le dossier est classé, les archives sont refermées, et l'affaire sombre à nouveau dans l'oubli. Mais un détail continue de hanter ceux qui se sont penchés sur cette affaire. Si Caroline Ferrand n'avait pas révisé par erreur ce dossier confidentiel en 2011, personne n'aurait jamais découvert l'existence de cette transaction. Le mystère serait resté intact. Combien d'autres disparitions inexpliquées sont liées à des transactions financières similaires enfouies dans des archives inaccessibles? Combien de secrets dorment encore dans les dossiers bancaires, protégés par le temps et le secret professionnel? L'affaire Marc Delvaux nous rappelle que certaines vérités ne sont jamais révélées et que parfois, même quand on croit avoir trouvé une réponse, le mystère reste entier.